La légende arthurienne a été adaptée au cinéma et à la télévision un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, on va parler d'une version qui a bercé mon enfance. Bienvenue sur Sinenzi. Merlin, c'est un téléfilm sorti en 1998, réalisé par Steve Barron. Il raconte la légende arthurienne à travers le personnage du magicien Merlin, qui est joué par Sam Neill. On suit toute sa vie, depuis sa jeunesse insouciante et sa rencontre avec la reine Mab, jusqu'à la formation du jeune Arthur, qui deviendra roi de Bretagne. Comme je l'ai mentionné, c'est un téléfilm. Ça veut dire qu'il a été tourné pour être diffusé à la télévision et donc pas connaître de sortie en salle de cinéma. Merlin a été diffusé en deux parties d'1h30 chacune sur la chaîne NBC et il est sorti en VHS en France, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Dans les années 90, il y avait pas mal de ces téléfilms qui devenaient des classiques grâce à la VHS ou diffusion télé. Je pense notamment à Cimetière ou à Ça, il est revenu. Oui, dans les années 90, la télévision américaine avait déjà des centaines de chaînes, donc il fallait bien meubler un petit peu tous ces créneaux. Où est la zapette de la téloche? T'as regardé? Dans ton cul. Exactement. D'habitude, je raconte l'histoire en premier, mais là, ça dure 3 heures, et en plus, elle suit pas mal d'éléments de la légende arthurienne que vous connaissez peut-être déjà. Donc je vais faire une version très courte. Dans une Grande-Bretagne qui est en proie à la guerre, autour du 5e au 6e siècle, la magicienne Mab voit les anciennes traditions être lentement remplacées par le christianisme. Alors elle crée un homme, mi-humain, mi-démon, qu'elle nomme Merlin, qui est censé l'aider à rétablir les anciennes traditions, en gros la magie. On va suivre Merlin pendant tout le film, on le voit grandir, apprendre la magie, finalement se détacher de Mab, il va tomber amoureux, il va mettre Uther Pendragon sur le trône et le regretter, parce qu'il est quand même sacrément dingo en fait, récupérer l'épée Excalibur des mains de la Dame du Lac, élever Arthur, qui est le fils illégitime de Pendragon, dont il a assumé la responsabilité. À la fin, on va suivre la lente chute d'Arthur à cause des machinations de la reine Mab, jusqu'à sa mort dans un combat contre son propre fils Mordred. Voilà, je peux pas faire plus court. Ah, c'est un métier. Donc Merlin, c'est un téléfilm. En 1998, Le Seigneur des Anneaux est pas encore sorti, et la fantasy est un petit peu dans un creux. Elle est pas trop représentée au cinéma, elle est jugée trop coûteuse, donc trop risquée, et en fait trop enfantine, pour intéresser un public adulte. Dans les années 80, malgré le succès de Star Wars, Star Wars d'une certaine façon il a blockbusterisé la fantasy. Donc la fantasy est pas synonyme de gros succès au box-office. Labyrinthe a été un échec, et pourtant c'est très sympa. Dark Crystal un succès modeste, Willow c'était mi-figue mi-raisin, il y a presque que l'histoire sans fin en fait qui a fait un score solide, mais surtout en Europe. Imbécile de cheval! Normal vu que c'est un bouquin allemand et un réalisateur allemand. Des Allemands. Dans les années 90, il y a le sympathique Cœur de Dragon qui a bien essayé une percée, mais il a pas non plus explosé les compteurs au box-office. Il y a presque que Hook, la revanche du Capitaine Crochet qui a été un succès, mais on pourrait discuter longtemps sur est-ce que c'est de la fantasy ou plutôt une forme de conte, bon. En fait, à l'époque, les blockbusters préfèrent mélanger les genres plutôt que faire de la fantasy pure. Ça donne Hook, justement, mais aussi Jumanji. Ouais, en fait, la fantasy, elle est plutôt à la télé à l'époque, notamment avec Hercule et Xena. Alors, survainc Xena. Très bien, bande d'abrutis. Bon, c'est de la fantasy mythologique, dans la lignée des Hercules, nanars italo-américains des années 70 et 80 avec Lou Ferrigno. Qui avait justement plutôt connu le succès en VHS et en rediffusion à la télé. Regardez, même Star Wars en 99, quand il va revenir, il va partir dans une autre dimension beaucoup moins fantasy et beaucoup plus politique et sérieuse avec la menace fantôme. Bon, revenons sur Merlin avant que je me perde encore dans les digressions, et surtout... Avant que les Allemands arrivent. Merlin, parce qu'on parle de fantasy, c'est un film qui est à la frontière en fait entre la fantasy et le mythe arthurien. Il est aussi à la frontière entre le cinéma de fantasy à l'ancienne, d'Hercule en slip, et la fantasy moderne du Seigneur des Anneaux qui arrivera bientôt. Et je pense que tout le film peut être vu à travers ce prisme, comme le personnage de Merlin, qui est lui-même mi-humain, mi-démon. Voici l'homme dont le père n'était pas un mortel. Ouais, ça marche aussi. C'est quand même avant tout un film de fantasy. Il se concentre surtout sur l'humanité de son personnage principal, c'est vrai, mais il n'oublie jamais de nous rappeler que la magie, c'était, au moment du récit, un élément central. Et c'est justement au basculement de l'âge de la magie à celui des hommes que le film nous invite à assister. Alors on va avoir droit dans le film à des combats contre des griffons, un dragon, des transformations, des apparitions de fées, de lutins, un cheval qui parle aussi. Il y a aussi un peu de magie en moi, mon cher Merlin. D'ailleurs ce cheval qui est un peu sous-exploité je trouve, en VO il est doublé par James Earl Jones. Ouais, ce cheval a la voix de Dark Vador. Et il y a aussi l'épée Excalibur, évidemment, qui est super stylée. Elle fait jamais de flammes ou de trucs comme ça, mais on nous montre déjà que son origine est magique, parce que c'est la Dame du Lac qui l'a confiée à Merlin. Mais en plus, chacune des interventions de l'épée est montrée de façon super cool. Ouais, je la trouve super classe l'épée dans le film. Mais Merlin, c'est aussi un film qui représente un passage de témoin entre un cinéma à l'ancienne, fait de décors en carton, et un monde nouveau qui arrive, l'ère des images de synthèse.
Évidemment, le pinacle de cette idée, ça va être la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui va sortir juste après, avec ses costumes incroyables auxquels se mêlent des images de synthèse révolutionnaires, que ce soit pour Gollum ou le Balrog, mais aussi pour agrandir les armées sur les champs de bataille. Et Merlin, c'est un peu l'annonciateur en fait de cette nouvelle tendance, et qui va d'ailleurs flopper aussi vite qu'elle aura commencé, parce que je vais pas vous demander de revoir Eragon pour vous en convaincre. C'est mortaliste. En fait, je crois que l'une des choses que j'aime le plus dans ce film, c'est qu'il sait où est sa place. Par exemple, il abuse jamais des effets spéciaux modernes, et notamment des images de synthèse, alors que je vous rappelle qu'on est à la fin des années 90 et que Star Wars épisode 1 arrive l'année d'après. Qu'est-ce que c'est, un autochtone? Et que, pour citer qu'un seul exemple, 3 ans plus tard, le retour de la momie sera pas aussi avisé. C'est de la merde. Enfin bref, le film sait aussi laisser leur place aux matte paintings, aux stop motion et aux costumes, qui sont d'ailleurs superbes. Ouais, la tenue de héros shakespearien de Merlin avec les plumes là, si j'étais cosplayer, je l'aurais porté depuis longtemps. Personne n'aurait eu la rêve, je pense. Ouais, dites rien, mais j'en ai fait un peu de cosplay. Autant au début je trouvais ça con de se déguiser, autant maintenant vous m'avez donné envie. Et en fait pour moi tout le cœur du film, c'est pas vraiment ni sa magie ni la légende arthurienne, c'est vraiment Merlin et sa dualité. Ses choix, ses erreurs et ses espoirs de vivre normalement sont au cœur de toutes les intrigues, que ce soit l'accession au trône de Pendragon qui tourne mal, aux manipulations de Mab qui cherche à se venger de lui en s'attaquant à ceux en qui il tient. Toute sa vie, Merlin devra assumer les conséquences de ses choix et de ses actes. D'abord, il croit pouvoir les contrôler, en acceptant la responsabilité de son premier vrai choix douteux, c'est-à-dire aider Pendragon à coucher avec la femme d'un de ses chevaliers. Donc Merlin choisit d'adopter et d'élever Arthur, le bâtard de Pendragon, c'est une façon d'assumer sa faute et de la transformer en quelque chose de bon, et il va y parvenir pendant un temps, puisque Arthur retire Excalibur et qui devient le premier vrai bon roi de Bretagne. Mais plus le temps passe et plus Merlin voit son rêve lui filer entre les doigts. Aveuglé par son orgueil, il choisit d'ignorer les menaces de Mab, qui prédit pourtant la fin du film. Regarde-le, Merlin. Son règne commence dans le sang. Il finira de la même manière. Non, Mab, vous avez tort. Arthur guérira cette terre. Il échoue également à protéger Nimue, la femme qu'il aime, des flammes du dragon. Elle sera marquée à vie et elle s'enfermera même dans un couvent. Il parvient pas non plus à protéger Arthur des maléfices de Mab et de Morgane quand cette dernière séduit le jeune homme afin d'enfanter de Mordred. Il choisit par erreur Lancelot comme compagnon pour Arthur, dont la romance avec Guenièvre précipitera la chute d'Arthur justement, et il comprendra seulement trop tard que c'était de Galahad, le fils de Lancelot, dont parlait en fait la Dame du Lac quand elle l'a guidé vers Avalon. Et au niveau des choix dramatiques de Merlin, il y a aussi un de mes passages préférés, c'est la conclusion, pour un temps, de l'arc avec Nimue. Nimue, c'est un peu la perle que Merlin parvient jamais à conserver entre ses mains. Il est amoureux d'elle depuis leur premier regard, mais à chaque fois qu'ils ont cru pouvoir couler des jours heureux ensemble, Merlin avait toujours une idée, un projet, un choix qui l'a en fait poussé à continuer une quête sans fin et surtout impossible d'établir un monde meilleur. Et en faisant ça, en fait, il se laisse jamais la possibilité de vivre son idylle avec Nimue. Nimue, c'est la personne qui met toujours en avant son humanité à Merlin. Une humanité pleine de contradictions, de choix, d'impression que le temps est jamais suffisant. Juste avant la bataille finale, Nimue accepte un deal de la part de Mab. Donc Mab, souvenez-vous, c'est la méchante. La magicienne lui ôte ses cicatrices et elle lui offre un havre de paix avec Merlin. La seule condition, et pas des moindres, c'est que les deux amants ne sortent jamais de cet endroit magique. Bien sûr, Mab c'est une manipulatrice, elle ne cherche que son propre profit, donc elle espère que Merlin sortira jamais d'ici et qu'il n'empiète pas sur sa victoire finale. Et si jamais il sort, il perdra Nimue et ce sera également une victoire pour Mab. Finalement, Nimue fait le choix de ne pas dire à Merlin que s'il part il pourra pas revenir, et qu'il la perdra éternellement. Elle se sacrifie pour lui. Quand il le réalise, il est trop tard. La question « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» qu'il crie en vain le hantera à tout jamais. Alors si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous l'avez peut-être remarqué que pour qu'un film fonctionne sur moi, faut notamment que j'ai de l'empathie pour les personnages. Et c'est peut-être lié au fait que j'ai découvert ce film étant gosse, mais j'ai énormément d'empathie pour tous ces personnages, les protagonistes comme les antagonistes. Par exemple, Vortigern, le roi que Merlin essaye de renverser au profit de Pendragon, c'est le seul à écouter et respecter Mab en prenant pas en compte son alignement. Frigg, le bras droit de Mab, c'est un personnage super intéressant aussi. Il aime vraiment Merlin comme son élève, mais il doit obéir à Mab et au final il est pas véritablement méchant envers Merlin. Vous vous souvenez de cette époque lointaine où je vous apprenais les principes de la magie? Il aurait pu être le meilleur de mes élèves, Mordred. À part dans une seule scène, mais on a du mal à lui en vouloir parce qu'à ce moment-là, il est en train de vivre son idylle avec Morgane. Et on comprend que Frigg, un gnome à l'apparence repoussante du point de vue des humains, a toujours vécu comme un paria avant que Mab ne lui offre une famille. Et dans cette scène, on voit qu'il fera n'importe quoi pour s'y accrocher. Mais quand il perd la seule personne qu'il a aimée pour ce qu'il est, il combat finalement pour le bien, dans un retournement inattendu, mais au final très cohérent avec son évolution. Et Mab, justement, il faut en parler. C'est l'antagoniste principal, c'est le seul personnage qui, avec Merlin, est présent tout le long du film.
On comprend sa peur de voir le monde dans lequel elle est toute puissante s'évanouir. D'ailleurs à la fin, c'est justement la disparition de la croyance qui amène littéralement sa disparition à elle. Ouais, donc ses motivations, c'est pas de dominer le monde, ou c'est pas d'avoir un méchant empire du mal, c'est juste de continuer à exister. Et d'ailleurs, une part d'elle aime Merlin comme un fils qu'elle a été contrainte de voir partir, et quand elle fait en sorte d'en obtenir un nouveau, avec Mordred, elle se rend coupable de sa mort. Elle perd à nouveau quelqu'un qu'elle aime et qu'elle a élevé. Même Frick lui tourne le dos à la fin. D'ailleurs, je trouve cool que son personnage fonctionne en binôme avec celui de la Dame du Lac, qui est censée être sa sœur et qui est jouée par la même actrice. Ça lui donne de l'épaisseur, je trouve, et justement, ça vient un petit peu nuancer ce côté c'est la méchante habillée en noir, quoi. On pourrait aussi parler d'Arthur, un jeune idéaliste que Merlin a condamné en le préparant pas suffisamment à la dureté du monde. De Guenièvre aussi, cloîtrée dans un château, loin de vivre la vie de rêve qui lui a été vantée quand elle a été mariée, de force, au roi, et dont le seul crime, c'est d'avoir voulu vivre. Et avant de conclure, je reviens une dernière fois sur le personnage de Nimue, dont la force de vivre n'a d'égal que le tragique déroulement de sa vie, de son sacrifice constant pour Merlin, à sa patience légendaire. Et pour Merlin, la perte de Nimue constitue la fin de tout espoir. Elle coïncide avec sa décision d'arrêter la magie. L'amour de Nimue était en fait le seul véritable moteur de toute sa vie, la seule véritable magie. J'ai appelé ma vidéo « La fin de la magie », ce titre il a plusieurs sens. D'abord il y a bien sûr celui qui est dépeint dans le film. Merlin devait représenter le retour de l'ancienne tradition, mais il en a sonné en fait la fin. Exténué par ses erreurs, par les faiblesses humaines qu'il a pas cessé de compenser pendant toute sa vie, y compris les siennes, il choisit d'accepter que la magie n'a plus sa place dans ce monde. Il n'a, comme il le dit, plus qu'un seul tour dans sa poche, et il choisit ironiquement de l'utiliser afin d'accomplir la seule chose qu'il est jamais parvenu à faire, être heureux avec celle qu'il a toujours aimée. Il fait un choix égoïste, peut-être le seul de sa vie, et c'est peut-être celui qu'il ne regrettera jamais. Merlin, c'est un film qui montre littéralement la fin de la magie. Et d'ailleurs, c'est la dernière réplique du film. On peut dire adieu à la magie. Mais le temps a passé. Sam Neill, qui jouait Merlin, nous a quittés. Les années 90 s'éteignent un peu avec lui qui nous annonçait déjà à l'époque de Jurassic Park que le métier des archéologues à l'ancienne était terminé, remplacé par des techniques plus modernes. Et dans Merlin, on peut voir toutes ces anciennes techniques qu'on voit de moins en moins, voire plus du tout. C'est le témoin d'une époque où on pouvait pas demander à un ordinateur de créer une ville, des fées, des flammes et des figurants par milliers, une époque où il fallait avoir des idées et surtout être créatif. Alors je fais pas mon vieux con et je fais pas un constat qui est 100% amer, le cinéma continue de nous faire rêver et c'est vraiment tant mieux. Je dois juste accepter que les maquettes de Blade Runner ou les matte paintings de Planète Interdite appartiennent maintenant au passé, qu'ils représentent l'ancienne tradition que certains magiciens comme George Miller essayent parfois de garder en vie. Mais Merlin, c'est un peu ça aussi, un chant du cygne avant le pic de la fantasy au cinéma que sera le Seigneur des Anneaux. Une fantasy qui, ensuite, retrouvera vraiment du succès qu'à la télévision, avec des productions comme Game of Thrones. C'est pas l'échec critique du Hobbit qui va me contredire. Au cinéma, toute la fantasy qui a suivi le Seigneur des Anneaux a pu que décliner, la barre était déjà trop haute en fait. Eragon, le monde de Narnia, Donjons et Dragons, la Boussole d'Or, j'en passe évidemment, ils ont jamais su reproduire le succès de leur modèle. Et non, promis, je parlerai pas du Ball et de King Rising. On est sur Sinenzi, pas sur Nanarland. Ouais, d'habitude je recommande des bons films un peu oubliés, mais là, j'ai surtout envie, de recommander Merlin en fait. Merlin, c'est le film qui m'a donné envie de me mettre à écrire de la fantasy à 17 ans alors que j'en lisais même pas. Et puis revoir Merlin, c'est le plaisir de retrouver notre Sam Neill, qui joue toujours cette espèce d'oncle adorable, un personnage tellement humain, attachant et faillible, mais qui essaye toujours de donner le meilleur de lui-même. De montrer qu'on peut s'améliorer. Sa disparition à seulement 78 ans, c'est non seulement une tragédie, mais c'est aussi la fin d'un monde pour toute ma génération. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais à chaque fois que je vois Sam Neill dans un film, ça me fait me sentir bien, confortable, je sais que je vais passer un bon moment. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous recommande quand même À la poursuite de Ricky Baker, sorti en 2016, dans lequel il est formidable d'humanité et de justesse. Maintenant qu'il est plus là, le gamin qui parle encore parfois au fond de moi pense à tous ceux qui l'ont précédé, à tous ceux qui le suivront, il se rappelle que seuls leurs personnages sont immortels, et il dit un peu, lui aussi, adieu à la magie.